Et nous gardons M. Dubois-Randé avec nous, avec plaisir. Oui, merci. On va peut-être appeler Madame Courtin et le professeur Baudeux pour la première partie de la table ronde, s'ils veulent bien. Alors, pour ne pas perdre non plus plus de temps, tout d'abord, un premier temps qui va permettre d'apporter des contrepoints aux deux intervenants qui nous ont parlé de l'universitarisation des professions paramédicales, et M. Dubois-Randé exprimera le point de vue de l'université, et puis ensuite Mme Courtin, qui est directrice des sites de Montpellier et de Nîmes du département de maïeutique de l'Université de Montpellier, et le professeur Jean-Louis Baudeux, doyen de la faculté de pharmacie de Paris-Cité, parleront pour l'un des sages-femmes, en tout cas de la formation à maïeutique, et pour l'autre des préparateurs en pharmacie, et donc pourront développer en quoi l'universitarisation apporte un regain d'attractivité, d'autre part comment l'outil de la simulation est un outil évidemment débouchant, comme on l'a vu, sur l'interprofessionnalité et sur un enrichissement des compétences et de la formation. Donc sans plus attendre. Merci, donc je vais être très bref, parce que ce qu'a dit Christine Amirati nous donne déjà un peu des perspectives pour l'université, puisque ça fait quand même quelques années, voire beaucoup plus, qu'on attend cette universitarisation des professions paramédicales, en particulier celle des IFSI, avec derrière toutes les contraintes qu'il y a entre deux ministères et un diplôme d'État dont vous connaissez un petit peu le côté kafkaïen parfois de discussion entre deux ministères. Donc c'est vrai que là on est sur des pistes qui vont bien dans le sens de ce que souhaitent en tout cas la plupart des présidentes et présidents de l'université, à savoir que dorénavant ces professions rentrent dans l'université et ne soient pas considérées comme des étudiantes ou des étudiants un petit peu strapontins. Ils sortent d'apogée par exemple, et un peu parfois ils ne sont même pas comptés dans les côtés numériques un petit peu pour une université, alors que parfois c'est des numérateurs extrêmement importants. Donc ça c'est un ressenti même, je trouve, plutôt méprisant pour ces professions et ces jeunes étudiants. Donc il y a un élément là qui est un élément en tout cas de mouvement, sur lequel on voit que la progression, on est là pour le moment sur un grade. Il y a des ouvertures possibles sur d'aller un peu plus loin en fonction d'expérimentation sans doute, et peut-être même de création de mentions spécifiques. En tout cas, moi, ce que je vois aussi dans le cadre de la richesse de l'université, c'est tout ce qui est interdisciplinaire. Enfin, ça n'a pas été évoqué directement, mais en tout cas, on voit qu'on peut mutualiser beaucoup de choses, notamment en sciences humaines et sociales, entre les différentes professions, y compris médicales, et trouver ces passerelles entre ces différents mondes. Donc ça va dans le bon sens, avec l'élément aussi de jonction avec ce qu'a dit Dan tout à l'heure, Dan Benamou, à savoir que l'interprofessionnel, c'est hyper important entre les professions paramédicales, mais également entre médecins. On sait très très bien qu'il y a des postures entre les étudiants, entre médecine et éventuellement les infirmières, par exemple, infirmiers et infirmières. On sait qu'il y a des postures, et ces postures peuvent être rompues, notamment surtout sur les approches de gestes professionnels. Alors je prends aussi une autre casquette qui est celle de l'université numérique, l'UNES, que j'ai le plaisir de présider avec Olivier Palombi, pour dire que là aussi, et on l'a vu nous dans des expérimentations qu'on a menées sur notre université, c'est que le numérique peut permettre d'harmoniser beaucoup de choses. On peut faire aussi des serious games en numérique, on peut harmoniser énormément de choses, on peut aussi évaluer de façon, je dirais, un petit peu plus harmonieuse aussi, et là, je pense que là, il y a une ouverture extrêmement forte pour nous sur le paramédical dans le cadre de l'université numérique sport et santé. Merci à vous. Alors bonjour. Alors je vais prendre un petit peu le relais du professeur Benamou en allant faire un focus sur des points particuliers concernant la simulation en santé en maïeutique, mais vous verrez qu'il peut y avoir des problématiques qui ressortent pour toutes les filières de santé.
Alors mon propos va s'appuyer sur l'état des lieux de la simulation en maïeutique qui a été effectuée cette année, en 2023, dans le cadre du groupe de travail sous l'égide des doyens et du professeur Benamou, pour lequel je représente la maïeutique. Alors l'objectif, c'était de dégager évidemment des pistes de réflexion pour les années à venir concernant la formation. Alors pour la maïeutique, je ne pouvais pas faire abstraction de parler du contexte, même si on en a un petit peu parlé ce matin. Le contexte, c'est quoi ? Eh bien, c'est la réforme des études avec la loi du 25 janvier 2023 visant à réformer les études de maïeutique et en instaurant un 3e cycle court. Mais pas seulement, c'est aussi, il est question de revoir les 1er et 2e cycles. Donc ça, c'est aussi une opportunité quand on parle de simulation, parce que ça nous permet de revoir la simulation tout au long du cursus de formation. Dans l'actualité aussi, on peut s'appuyer sur le rapport de l'IGAS, qui a été sorti en 2022, préalable à la réforme des études. Et dans ce rapport, si on fait un focus sur la simulation, eh bien on retrouve tout au long des items très précis qui incitent, dans le cadre de cette réforme, à privilégier les apprentissages pratiques et cliniques, et en particulier la simulation, qui est citée à de nombreuses reprises, que ce soit autant pour les gestes techniques, les mises en situation, les jeux de rôle et les mises en situation mutualisées. Donc encore un point je dirais, positif pour développer la simulation dans le cadre de la réforme. Et puis, l'actualité aussi, c'est le groupe de travail interministériel des GOS, plus toutes les représentants de la profession et des études de sage-femme, qui est en cours, qui a commencé en septembre 2023, qui va se poursuivre au moins jusqu'en juillet 2024, et dans lequel bien sûr, il est abordé le principe de l'apprentissage clinique, le développement de la simulation et aussi des ECOS qui pourraient bien être une des épreuves en fin de 6e année. Donc cette construction du nouveau cursus, elle se déploie pour l'instant sous la forme d'une approche par compétences. Et ça, c'est peut-être un point positif pour le développement de la simulation, puisque vous savez que la simulation, elle offre un espace d'apprentissage semi-authentique, qu'elle est pertinente pour les évaluations, autant sommatives, certificatives, formatives. Et donc, ça va nous permettre, avec cette approche par compétences, de développer tout ce qui est simulation. Alors, l'état des lieux que je vais vous présenter, donc il représente 34 structures de maïeutique. Alors 23 ont répondu à cet état des lieux et environ 4000 étudiants. Donc sans surprise, cet état des lieux montre que la simulation est pratiquée par toutes les formations, les structures de formation. Mais il y a un élément qui ressort, c'est que pour 21 structures sur 23, la simulation constitue un axe pédagogique fort dans le développement de la formation. Et donc ça c'est très important puisqu'on sait très bien que pour qu'il y ait une valeur pédagogique ajoutée pour la simulation, eh bien, il faut qu'elle soit inscrite et développée tout au long du cursus de formation et qu'elle ne soit pas simplement ajoutée. Alors pour reprendre un petit peu ce que disait Dan, un des points qui ressort, c'est la disparité entre les structures, surtout au niveau de la mise en place opérationnelle. Certaines structures n'ont pas de locaux dédiés pour la simulation. Alors 16 sur les 23 vont avoir accès à des centres de simulation en dehors de leur espace de formation, mais le problème aussi réside dans cet accès qui est limité parce qu'il est payant et que ça nécessite aussi un financement. Ce qui est plus embêtant, c'est qu'il y a quand même encore des structures qui n'ont aucun accès à des centres de simulation. Et puis, ce qui ressort aussi, et c'est un axe pour lequel on a développé un peu des recommandations avec les groupes de simulation, c'est la mutualisation. Et là, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire puisque les structures de formation en maïeutique n'ont pas toute la possibilité
de profiter de la mutualisation de tout ce qui est mannequin, en particulier mannequin haute fidélité, qui sont très onéreux. Alors le matériel, il ressort quand même, les structures ont du matériel. Ce qui va poser problème, c'est le renouvellement du matériel, puisqu'on fait de plus en plus de simulations, donc le matériel s'use, et que renouveler le matériel, eh bien, ça coûte de l'argent, et que les financements ne sont pas toujours à la hauteur. Et quand il y a du matériel sophistiqué, ce qui va manquer, ce sont les contrats de maintenance. Au niveau des structures, bien sûr, un manque de ressources humaines, puisque les structures vont développer la simulation, parfois sans ressources humaines dédiées, c'est-à-dire pas de personnel audiovisuel, de techniciens pour des aides à la simulation. Alors, il est évident que chaque structure ne peut pas avoir des techniciens ou dédiés, mais là encore, le cadre de la mutualisation pourrait résoudre beaucoup de ces problèmes. Alors si on s'approche un petit peu des différentes pratiques d'enseignement, je ne vais pas vous les détailler parce qu'elles elles existent et ce serait trop long. Ce qu'on peut dire, c'est que toutes les structures pratiquent la simulation en immersion clinique avec mannequins et que la plupart pratiquent la immersion clinique avec des patients simulés, mais qu'il y a une demande forte, c'est ce développement de travailler avec des patients partenaires. Donc on se rend compte qu'aucune structure en maïeutique n'a actuellement la possibilité de travailler avec des patients partenaires, et quand il y a des jeux de rôle qui sont mis en place, ce sont avec soit l'équipe pédagogique, soit des étudiants, pour très peu de structures, des comédiens amateurs. Voilà. Mais on sait très bien que faire jouer le rôle de professionnel ou de patient à des étudiants, ça modifie beaucoup les milieux didactiques que les formateurs veulent mettre en place pour ces enseignements, et on peut se demander vraiment quels sont les effets réels sur les apprentissages. Un point qui ressort, c'est que les écosses sont déjà pratiquées par pratiquement toutes les structures de formation en maïeutique. Donc ça va être un point positif pour les mettre en place, peut-être dans le cadre d'une certification en fin de 6e année. Sur les demandes, alors la demande principale, elle concerne la simulation réalité virtuelle. Là, que 4 structures en formation ont accès à de la simulation virtuelle, et comme l'a dit le professeur Benhamou, c'est quand même un petit peu le futur, et ça serait dommage aussi de rater ce virage technologique pour les formations en maïeutique. Donc ce que je peux dire, c'est que l'implantation qui est effective dans les structures en maïeutique ne doit quand même pas faire passer au second plan le problème structurel de financement pérenne pour poursuivre et développer cette formation pédagogique. Et dernier point, pour faire vite, je terminerai sur l'interprofessionnalité. L'état des lieux fait ressortir que pour toutes les structures de formation en maïeutique, c'est la simulation qui a permis de décloisonner la formation, et pratiquement toutes travaillent avec des étudiants alors paramédicaux ou médicaux, avec des innovations pédagogiques pour certaines structures, avec des étudiants internes en anesthésie, internes en pédiatrie, en gynécologie obstétrique, et que c'est vraiment un point positif qui ressort de cet état des lieux. Voilà. Bien, merci. On va passer à la pharmacie, et le temps étant compté, je vais focaliser un petit peu sur essayer de vous démontrer un petit peu la pertinence de l'association de 3 mots-clés dans le titre de cette intervention, à la fois le DOST de préparateur en pharmacie, c'est-à-dire l'universitarisation de la formation. Le deuxième mot-clé, c'est l'abord professionnel, donc l'interprofessionnalité. Le troisième mot-clé, c'est évidemment la simulation, sur laquelle je serai un peu plus bref, non pas dans la justification, mais dans la réalisation, puisque le DOST de préparateur en pharmacie est relativement récent. Nous venons de sortir la première promotion, et la simulation entre peu à peu dans l'ensemble des facultés de pharmacie pour cette formation. Alors, en 2 mots et 3 chiffres, le préparateur en pharmacie, c'est 70 000 professionnels, dont 3 000 qui sont au niveau hospitalier, ce
qui nous concerne évidemment. À noter, nous avons au niveau national 5000 places vacantes également, donc on peut aussi aborder le problème de l'attractivité, mais ce ne sera peut-être pas ici. Mais par contre, l'universitarisation et la simulation font partie bien sûr des éléments qui concourent à l'améliorer. Alors, il y a actuellement 7000 étudiants en apprentissage, puisque c'est une formation en alternance, qui ont été pris en charge à partir de 2021 par les facultés de pharmacie pour le process d'universitarisation. Sachez qu'avant 2021, c'était un brevet professionnel qui permettait l'obtention du diplôme d'État, donc un diplôme de niveau 4, un niveau bac, et l'upgrade qui a été réalisé avec la mise en place du DOST, 2 années de formation universitaire ou sous responsabilité universitaire avec l'accord des CFA, puisqu'il s'agit toujours d'une formation en apprentissage. Eh bien, ça a permis d'abord d'actualiser la mise à niveau des préparateurs et ensuite d'améliorer la formation avec une nouvelle mission, mais ça on va y revenir, et avec de nouveaux outils qui n'étaient pas forcément utilisés par les CFA, même s'ils se sont mis notamment à la simulation avec la présence dans nombre des CFA qui permettent la dispensation sous contrôle, sous supervision universitaire de ce DOST, de bornes de simulation, qui sont des éléments très simples. Nous ne sommes pas aux patients, mais ce sommes au niveau de la préparation du préparateur à sa formation officinale ou éventuellement hospitalière, mais ça j'en parlerai, ça va venir dans un deuxième temps. Et ça existait déjà et il nous faut l'amplifier. Donc le DOST a été un véritable upgrade de formation. Il est bien sûr à corréler aux nouvelles missions des pharmaciens qui, par ricochet, vont assurer une délégation fonctionnelle de certaines missions aux préparateurs en pharmacie en officine pharmaceutique et bien sûr en milieu hospitalier. Le DOST dont je vous ai parlé permet une formation du préparateur officinal. La préparation hospitalière est une spécialisation pour une 3e année qui permettra d'obtenir un grade licence pour les préparateurs avec une harmonisation européenne, avec une possibilité d'aller un petit peu plus loin. Alors, pour la formation, ça se décline en 3 points. Bien sûr, les nouvelles missions du préparateur obtenues par ricochet des nouvelles missions du pharmacien justifient l'upgrade qui a été réalisé, passage du BP au DOST. Il faut faire appel, et c'est le 2e point, à la simulation pour parfaire la formation en alternance sur le terrain de l'étudiant. Et puis, pour le 3e point, il faut développer par la formation, faisant appel à la simulation notamment, l'interprofessionnalité. Alors d'abord l'interdisciplinarité. Bien sûr, la relation pharmacien-préparateur, c'est en intradisciplinaire, mais il est important que nous développions l'interprofessionnalité, par exemple des préparateurs avec les professionnels de santé paramédicaux, des CPTS, des GHT, des regroupements, pour favoriser les échanges entre les professions paramédicales, mais également entre professions paramédicales, préparateurs et les professions médicales, bien entendu. Et ça, cette interprofessionnalité, elle va passer aussi par des exercices en simulation, avant même la vraie vie au sein d'une officine ou d'un hôpital, par de la simulation, et notamment avec d'autres professionnels ou étudiants professionnels de santé. Il s'agit donc d'un vrai travail qui est en cours, et nous serons aidés par la mise en place du niveau de spécialisation des préparateurs, notamment pour les préparateurs hospitaliers. Ça doit arriver en 2024, donc ça doit aller très vite, à condition que les autres éléments de spécialisation, notamment la spécialisation officinale, suivent de façon très rapprochée. Et donc l'ensemble doit concourir à un repositionnement du préparateur hospitalier, notamment pour ce qui nous occupe aujourd'hui, vers de nouvelles missions et de nouvelles relations avec les professionnels de santé, voire avec les patients, bien entendu, et au sein même d'une pharmacie, d'une PUI, au niveau de l'équipe médicale et paramédicale de cette PUI. Voilà, je vous remercie. Y a-t-il des questions très rapidement dans la salle avant qu'on passe à la 2e partie de table ronde avec d'autres intervenants? Non. Écoutez, c'est qu'on a été très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le temps que les 3 orateurs suivants s'installent,
nous allons aborder un sujet qui est très proche de ce que nous venons d'entendre, qui touche aux nouveaux métiers dont nous avons absolument besoin. C'est un processus qui est lancé déjà depuis plusieurs années et ce sera une occasion de faire un petit peu le point. Et puis la conférence des doyens a souhaité aborder également un autre sujet que nous verrons à la fin de cette table ronde, qui touche au double cursus de médecine et recherche à travers une expérience via l'école de l'INSERM. Voilà. Alors, tout d'abord, nous allons aborder les problèmes de délégation de tâches en odontologie avec le professeur Caroline Delfos. Vous êtes doyenne de l'UFR d'odontologie de Lille. Nous savons qu'aujourd'hui, il y a d'énormes problèmes démographiques dans cette spécialité, avec une complexification pour le recours aux soins. Malgré que l'ONDPS a quand même fait des efforts importants en ouvrant les promotions, des formations à hauteur de 20%. Tout ceci est en marche, mais une des solutions serait, d'après vous, le recours à des compétences d'assistant dentaire niveau 2. Vous allez nous expliquer ça. Merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup. Merci de me laisser l'opportunité de développer cet aspect. Donc effectivement, en France, nous avons la caractéristique, en ce qui concerne la santé orale, d'avoir un recours aux soins qui est insuffisant et qui est aussi inférieur à nos voisins européens. Une des explications, c'est la progression des effectifs en chirurgien dentiste qui est moindre que celui de la population. Et deuxième caractéristique également, c'est que les chirurgiens dentistes sont répartis de façon inégale sur le territoire français, donc avec certaines zones pour lesquelles l'accès aux soins, l'accès au cabinet dentaire est extrêmement difficile. Donc comme il a été souligné, une des solutions apportées pour pallier ce problème, ça a été d'essayer de recentrer le chirurgien dentiste sur son cœur de métier et donc d'impliquer des professionnels qui existent déjà dans l'environnement du chirurgien dentiste, donc les assistants dentaires, en fait, de leur déléguer certaines tâches pour que le chirurgien dentiste puisse, lui, se consacrer à des actes plus complexes. Et donc, dans les propositions, c'est bien évidemment de ne pas leur donner la possibilité de faire des gestes invasifs, hein, pas de droit de prescription, mettre l'accent sur la prévention, sur éventuellement leur apport en éducation thérapeutique, mais aussi de leur donner des compétences pour réaliser des clichés radiographiques type rétroalvéolaire et panoramique, pour leur permettre de faire des prises d'empreintes et également de participer aux consultations. Donc la reconnaissance de ce statut a été actée en tout début d'année par le Parlement, par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle et par le Sénat également en février 2023. Mais le gros du travail reste à faire puisqu'il faut définir les différents domaines d'activité, définir les compétences et aussi voir qui va former et qui va payer la formation. Donc là, les discussions sont en cours et on espère voir cette nouvelle qualification arriver, mais il y a encore beaucoup d'interrogations et on va voir ce que l'avenir nous réserve, mais c'est sûr que ça permettra, on l'espère très certainement, d'améliorer le recours aux soins bucco-dentaires. Merci beaucoup. Vous avez fait une évaluation des besoins de formation, à peu près quantitative, hein, je veux dire. Le nombre d'assistants médicaux en médecine bucco-dentaire, oui. Alors c'est difficile à évaluer puisque les volumes horaires qui sont avancés par les différents organismes impliqués parlent pour certains de 600 à 800 heures de formation. Donc ça serait formation de 2 jours sur 2 ans. Alors, il y a en France à peu près la fourchette est assez vaste, mais entre 22 000 et 30 000 assistantes dentaires, mais qui travaillent quasiment pour la moitié d'entre elles à 50%, enfin à mi-temps.
Et la question, c'est de savoir si elle n'est pas au cabinet, qui va faire le travail pendant qu'elle est en formation. Donc tant que le référentiel de formation, les volumes horaires ne sont pas définis, on a un petit peu de difficulté à évaluer le pool d'assistants dentaires actuels qui passerait en assistant dentaire niveau 2. Et l'acceptabilité vis-à-vis des chirurgiens dentistes est très bonne? Ah oui. Très favorable. Oui. Est-ce qu'il y a une question rapide? Mais on va voir si l'acceptabilité est la même à ce moment-là. Dans l'autre sujet que nous allons aborder avec Hélène Magnier, vous êtes coordinatrice des IPA du CHU de Rouen, IPA vous-même depuis 2019. Alors là aussi, nous connaissons la problématique démographique médicale dans notre pays. Le recours et la mise en place des formations d'IPA est plus ancienne. Ça remonte donc, on le voit, à plusieurs années. Et malgré tout, il semble assez clairement que nous sommes un petit peu loin de l'objectif fixé initialement et qu'il y a encore des freins qui persistent. Pouvez-vous nous dire exactement où nous en sommes aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, oui, bonjour, je suis très honorée de m'adresser à vous en tant qu'IPA aujourd'hui. Donc on est un nouveau métier, on est un métier de naissance. C'est la 4e année que les IPA sont dans les systèmes de santé en France aujourd'hui. Alors effectivement, on est un nouveau métier avec de nouvelles compétences issues du champ médical. Pour autant, nous ne sommes pas des mini-médecins, et nous ne sommes pas non plus des super infirmières, et on n'est pas des leaders hiérarchiques des infirmières. Donc ça, je tiens à le préciser. On est des infirmières qui ont acquis de nouvelles compétences issues du champ médical. Nous gardons nos compétences infirmières et c'est à mon sens ce qui fait la richesse justement de notre nouveau métier. Donc on est une solution pour répondre effectivement aux besoins de santé croissants dans le cadre d'une démographie médicale qui est tendue, une population qui vieillit et donc une croissance des besoins de santé. C'est aussi une façon de valoriser nos compétences infirmières en mettant en lumière également de nouvelles perspectives de carrière. Donc la formation IPA, elle date surtout de 2018, où on a eu donc les décrets qui ont été publiés au journal officiel. On est dans le cadre effectivement de l'universitarisation des professions de santé, donc licence, master, doctorat, et donc nous obtenons un diplôme d'État d'IPA assorti d'un grade master. Donc c'est grâce au rapport du professeur Yvon Berland en 2003, donc il y a déjà 20 ans, qui mettait en lumière qu'il y avait des chevauchements de tâches au sein des unités, des services de soins, et qu'il était intéressant de réfléchir à une nouvelle organisation des professionnels et de rechallenger les compétences de chacun pour permettre des prises en charge les plus efficientes possibles. Donc voilà nos décrets d'application en 2018 qui encadrent notre exercice et une évolution législative sur toutes les années précédentes jusqu'à la dernière loi qui nous concerne, la loi RIST du 19 mai 2023, qui nous autorise un accès direct pour nous les IPA. Donc la formation IPA, donc on peut entrer en formation après 3 ans d'exercice temps plein en tant qu'infirmière diplômée d'État. Et on doit justifier bien évidemment de l'inscription à l'ordre infirmier. Donc ce sont 2 ans de formation dans les universités accréditées ou co-accréditées. On a des enseignements théoriques, des enseignements pratiques, et notamment par le biais de la simulation et des stages. On a aujourd'hui quasiment toutes les UFR santé qui dispensent la formation d'IPA, avec quand même une hétérogénéité sur le territoire. Là, vous voyez sur la diapositive qu'on a 8 universités qui dispensent le diplôme à temps plein, donc sur les 2 années pleines, et 20 universités où le diplôme est en temps partiel, avec une grande hétérogénéité sur les volumes horaires notamment. Donc parallèlement à l'admission à la faculté, il y a la recherche également du financement, puisque nous sommes pour grande majorité dans le cadre, en tout cas pour les hospitalières, dans le cadre de la promotion professionnelle. Donc aujourd'hui, en termes de volume d'IPA diplômés, nous sommes en 2023, 2360 IPA diplômés sur un objectif quand même très en deçà de ce qui avait été fixé au départ d'environ 5000 IPA diplômés là en 2022-2023.
Donc nous, au CHU de Rouen, on n'a pas trop à rougir par rapport à la moyenne des CHU de France. Nous sommes actuellement 9 IPA diplômés sur une variété de mentions, hors mention urgence. Nous avons actuellement plusieurs étudiants en cours de formation, actuellement 5. En termes de perspective, donc ce qu'on peut mettre en avant, c'est un réel bénéfice pour les patients et pour les équipes de soins qui ont intégré les IPA. Le fait d'intégrer des IPA remet effectivement en question les frontières professionnelles de chacun et rechallenge un petit peu les compétences de chaque. Intégrer des IPA permet de rendre du temps médical donc aux médecins auprès des patients qui nécessitent pour le coup la prise en charge experte médicale. Et ça, intégrer les IPA permet effectivement la mise en place ou le renforcement de parcours de soins innovants. On a développé également beaucoup l'activité de soins en distanciel. Et juste en petit aparté, c'est vrai que du coup, les premières IPA ont été diplômées en 2019. Le temps qu'on mette en place nos postes, on est arrivé en fait en activité en pleine vague Covid. Donc on a, c'est vrai, profité du coup du re-challenge un petit peu des missions et des modes de prise en charge des patients. On a une implication assez grandissante dans la recherche en soins et ça permet également de valoriser la collaboration interprofessionnelle. Il reste encore quelques points effectivement de discussion, de challenge, puisque le déploiement est largement quand même en deçà des attentes du nombre d'IPA, alors que nous sommes une réponse aux fortes attentes suscitées par les évolutions du système de santé. Il persiste encore malgré tout une certaine réticence médicale, notamment en ville. Et la formation, comme je le disais tout à l'heure, est encore insuffisamment harmonisée sur le territoire avec vraiment des volumes horaires très hétérogènes. On subit encore un peu la concurrence d'autres professionnels, notamment en ville, et tout ça favorisé par le manque de clarté du rôle et la méconnaissance en fait de nos compétences IPA. Le concept de la pratique avancée reste encore un peu flou. Au départ, nous avions quand même une vocation à une transversalité au sein des mentions dans lesquelles nous sommes diplômés, mais au final, on observe quand même une spécialisation dans nos activités de soins. Il reste encore à renforcer la recherche en soins, même si on y participe, et à renforcer notamment nos liens avec l'université, par exemple au travers du statut bi-appartenant pour les IPA. Et nous avons encore un cadre d'exercice qui est encore peu favorable, alors à l'hôpital moins, mais ça reste à stabiliser, et je parle là plus pour les IPA libéraux. Voilà, je vous remercie. Alors, peut-être une petite question. Le mode d'exercice des IPA va être extrêmement, me semble-t-il, varié, multiforme, parce qu'une IPA en ville n'aura pas du tout la même fonction qu'une IPA dans un service spécialisé au CHU avec de multiples spécialités. Donc là, on se heurte peut-être à un problème de formation. Oui, alors c'est vrai que oui, on est diplômé donc par mention, peu importe en fait le mode d'exercice que l'on aura par la suite. Après, on essaye vraiment au sein des universités, surtout sur la deuxième année, d'orienter le stage de 4 mois vraiment vers la future activité professionnelle quand même de l'IPA, ce qui permet au mieux de répondre aux enjeux de formation sur le futur poste. Mais c'est vrai qu'il y a une harmonisation à faire, puisqu'il y a vraiment une grosse hétérogénéité, notamment de volume horaire. S'il n'y a pas une question rapide, donc nous allons passer à la dernière présentation, et là on change un petit peu de sujet. Effectivement, on a beaucoup parlé du cursus HU, qui est parfois un peu lourd, et malgré tout, il y a des outils aujourd'hui, depuis plusieurs années, qui permettent d'avoir des formations combinées, à la fois médecine et recherche combinées, et depuis la mise en place de l'école de l'INSERM. Et donc on est ravi d'accueillir le professeur Xavier Moissé, PUPH de neurologie au CHU Clermont-Ferrand, qui a bénéficié de la première promotion de l'école de l'INSERM. Et il va nous donner son avis sur l'intérêt que cela et des conditions de réussite. Merci beaucoup de me permettre de parler un peu de cette double cursus. Alors celui de l'école de l'INSERM n'est pas le seul, il y en a d'autres qui existaient déjà, notamment dans les ENS, mais il est un peu particulier, il a des avantages à mon avis.
Et j'ai eu la chance de participer à la première promotion nationale en 2004. Il y avait eu un premier test sur quelques facs en 2003, mais l'organisation est restée la même depuis. Il y a 2 semaines de formation qui sont organisées en février, qui sont plutôt denses. On a une centaine d'heures de cours, de conférences et de discussions avec des chercheurs pendant ces 2 semaines. Puis chacun retourne dans sa fac, prépare le concours qui se déroule en juin. Et pour les lauréats, on bénéficie d'un accompagnement pendant le reste de nos études. C'est extrêmement motivant, ça ouvre quelques portes. Ça permet de faire un stage de M1 pendant 6 mois à temps plein sur les 2e et 3e années de médecine, puis de s'arrêter pour faire un M2 avant la 4e année de médecine, et éventuellement même la thèse avant la 4e année de médecine. Moi, j'avais fait mon M1 à Clermont-Ferrand dans une unité préclinique sur la douleur, puis j'ai décidé de faire mon M2 dans une équipe parisienne pour faire de la recherche clinique. J'ai repris mes études pour débuter mon internat, et pendant l'internat, j'ai interrompu à nouveau pendant 3 ans pour faire une thèse de sciences avec un financement sur un poste d'accueil INSERM. Donc là aussi, un accompagnement plutôt favorable. Et pour mon postdoc, j'ai eu la chance d'être financé par le CHU pour pouvoir partir au Canada. Alors, je devais partir en avril 2020, le coronavirus a un petit peu modifié les plans, mais le soutien local permet de faire les choses. Dès le M1, j'avais bénéficié d'un aménagement horaire dans la fac. Donc pour pouvoir être à temps plein en stage, ce n'est pas compatible avec les horaires fac. Il faut qu'il y ait ce suivi, et c'est uniquement à cette condition que c'est faisable. Mais c'est aussi ce qui motive pour rester dans la fac après. Pour mon internat, j'ai décidé de rester à Clermont-Ferrand parce que mon futur chef m'y a incité et parce que j'avais envie d'y rester. Donc, je suis maintenant PUPH dans le service de neurologie. Je vais reprendre la direction du laboratoire de recherche dans lequel j'ai commencé mon M1. Là, pour le prochain renouvellement, j'en deviendrai directeur. Donc, je suis ravi de cet accompagnement qui est possible. Et ce que souhaite l'école de l'INSERM, c'est autant faire de la motivation à la recherche que de la formation. Parce que ce n'est pas cette centaine d'heures de formation qui va changer les choses. Mais par contre, le côté motivation et ouverture à un réseau de recherche, c'est extrêmement bénéfique et ça permet de ne pas partir de sa fac d'origine et de bénéficier de tout cela. Merci beaucoup. Vous avez mentionné à juste raison qu'il y a d'autres dispositifs que l'école de l'INSERM. Il y a pas mal d'universités, de CHU qui ont mis en place des bourses MD, PhD et des bourses de mobilité. C'est extrêmement important. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté de soutien vis-à-vis des candidats qui s'engagent dans ce cursus qui est quand même un petit peu lourd. Donc effectivement, le soutien local est fondamental. Indispensable. La formation n'est pas faisable s'il n'y a pas une organisation locale qui le facilite et qui le permet. Après, pour les doubles cursus qui sont organisés dans les facs, il faut une masse critique suffisante que toutes les facs n'ont pas. Donc l'école de l'INSERM permet à des facs de plus petite taille de former quand même leurs étudiants. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans l'assistance ? Bien écoutez, on est quasiment dans les temps. On vous remercie beaucoup d'avoir tenu le temps. On a un tout petit peu rattrapé. Merci beaucoup.